Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les entretiens actualités du quotidien présent. Je suis Samuel Martin, le rédacteur en chef, et j'ai à mes côtés, que vous connaissez bien, Francis Bergeron. Alors, Francis, cette semaine, nous allons d'abord partir en Afrique noire, où on l'oublie un peu souvent en Europe, le djihadisme et l'État islamique règne parfois et dans la violence qu'on peut lui connaître. Oui, on croyait en avoir fini avec le terrorisme islamiste, du moins à l'étranger, et aussi en France. Or, actuellement, il y a une offensive islamiste. Alors, on ne parle pas d'offensive islamo-gauchiste, mais en tout cas une offensive islamiste dont on parle assez peu, en tout cas dont les gauchistes parlent assez peu, qui se déroule notamment en Mozambique. En Mozambique, les attaques sont massives. Des centaines de milliers de Mozambicains sont en train de fuir les islamistes. On ne sait pas combien aujourd'hui, combien il y a de victimes. Il y a des milliers, sans doute des milliers de victimes. Sur ces centaines de milliers de personnes qui fuient, des dizaines de milliers d'entre elles ont disparu. On ne sait pas donc ce qui leur est arrivé. On sait aussi que les islamistes décapitent les hommes, décapitent les adultes et les enfants. On est dans une situation gravissime et le Mozambique ne bénéficie pas comme d'autres pays, comme les pays francophones d'Afrique, d'une vigilance ou d'une protection d'une armée étrangère puissante comme peut le faire la France dans certains pays africains. Donc les malheureux Mozambicains sont livrés à eux-mêmes. Au Mozambique, la population est à 60% catholique. Et donc c'est un massacre épouvantable qui est en train de se dérouler là-bas et sans aucune mobilisation de l'opinion publique internationale. Donc c'est extrêmement grave et nous en avons parlé dans Présent de ce jeudi et il faut aussi lire les papiers de Bernard Lugan sur cette question-là parce que c'est le Mozambique, c'est finalement un élément parmi d'autres d'une offensive terrible menée actuellement par les extrémistes islamistes. Alors à tout autre sujet, celui de la vaccination, il semble que les pays aient des résultats extrêmement différents au point de vue de la vaccination de leur population. Quelle analyse vous pouvez faire ? Alors l'analyse que nous faisons, c'est celle que fait aussi par exemple Éric Zemmour, qui faisait encore hier Éric Zemmour sur CNews. Elle est assez simple à faire, c'est que tous les pays ont été, un peu paralysés, ou en tout cas ont eu beaucoup de mal à savoir quelle solution apporter à l'offensive sanitaire, à la crise sanitaire actuelle. Mais en ce moment, les pays qui s'en sortent le mieux, c'est les États-Unis, grâce aux initiatives de Donald Trump. Je crois qu'il faut le dire, puisqu'il est toujours critiqué, mais je crois que c'est une bonne occasion de rappeler que Trump a anticipé le problème par le biais des vaccins. Donc Trump aux États-Unis, Boris Johnson en Grande-Bretagne et Netanyahou en Israël. Voilà trois pays qui s'en sortent mieux que les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont eu un coup d'avance sur le problème des vaccins. Et nous, la France, nous avons un coup de retard. C'est ce que montrent toutes les statistiques. Alors pour le reste, tout le monde a pédalé dans la choucroute dans cette affaire de crise sanitaire. Et ça dure depuis plus d'1 an. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en avril 2021, on voit que 3 pays au moins s'en sortent mieux que les autres, ces 3 pays-là. Et comme par hasard, ou très curieusement, ce sont des pays qui sont souvent qualifiés de populistes, ou en tout cas dirigés par des populistes, c'est-à-dire des extrémistes, des droitistes, tout ce qu'on veut, des nationalistes, des souverainistes. Ce qui semble sortir de ce constat, c'est que sur le plan technique, sur le plan pratique, être souverainiste, avoir une autonomie
dans la gestion de cette crise, c'est un facteur de rapidité de réaction. Et de ce point de vue-là, la France, malheureusement, est très mal placée. Alors, autre sujet qui ne va pas parler aux plus jeunes puisqu'il remonte à 2001, mais ce sera d'autant plus intéressant pour eux, c'est l'affaire des réseaux néo-nazis, je mets des guillemets, de Châteauroux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une actualité tout à fait qui remet cela en perspective. Oui, alors c'est une affaire que je connais très bien, tout simplement parce que je suis originaire de la région de Châteauroux et que je connais certains des protagonistes, et aujourd'hui on peut dire certaines des victimes de cette affaire. Cette affaire a commencé en 2001. En 2001, des autocollants ont été découverts à Châteauroux et ces autocollants mettaient en cause l'immigration. Eh bien, ces autocollants, par le simple fait qu'ils mettaient en cause l'immigration sauvage, l'immigration clandestine, ont déclenché des enquêtes de police, des perquisitions, des écoutes, enfin des convocations de militants ou de sympathisants de mouvements de droite locaux. Et donc on fait beaucoup de vagues. La presse locale s'en est emparée et on a eu droit à un certain nombre d'articles assez délirants sur le néonazisme dans le Bas-Berry. Et l'affaire a rebondi en 2004 d'une manière assez extraordinaire, car un anonyme, une personne, s'est revendiqué de l'anonymat en expliquant qu'elle était une repentie, cette personne était une repentie du terrorisme d'extrême droite, et cette personne, sous le couvert d'anonymat, est venue raconter une histoire absolument rocambolesque, qui était l'histoire de commandos berrichons en train de se former par des néo-nazis ou néo-fascistes ou néo-extrémistes ou néo-lepénistes, enfin on ne sait pas trop, mais le Bas-Berry était soudain pris en main par des dizaines de jeunes terroristes ou apprentis terroristes qui allaient s'entraîner dans la forêt et qui allaient se préparer à tuer les opposants et à prendre le pouvoir au niveau de Châteauroux Sud et Châteauroux Nord en quelque sorte. Cette affaire donc a donné lieu à de nouvelles vagues de perquisitions, a donné lieu à des conférences de presse, elle a donné lieu à un battage médiatique extraordinaire mené par le juge Léger, qui avait en charge ce dossier, et on a eu des télévisions du monde entier, qui sont venues à Châteauroux pour filmer les pièces à conviction, pour entendre le juge Léger raconter sur quel réseau il avait ainsi révélé, et à partir donc de ce témoignage d'un repenti entre guillemets dont le nom n'était jamais cité, nous avons eu même l'arrestation de l'un de ces jeunes gens qui s'est retrouvé pendant 4 mois et demi en prison en préventive, d'abord à Châteauroux puis transféré à Bourges, et nous avons eu donc ce battage. Et puis ensuite l'enquête s'est poursuivie, de nouvelles perquisitions dans les commerces des parents de certains inculpés, dans les maisons résidences secondaires de ces gens-là. Il y a eu, je crois, 80 perquisitions complètes. Il y a eu 21 personnes mises en examen. Il y a eu donc des dizaines et des dizaines de convocations au commissariat et de rapports de retenue des gens pour qu'ils révèlent ce qu'ils savaient. Moi-même, j'ai fait l'objet d'un certain nombre de sollicitations de la part de la presse locale, voire nationale, qui voulait savoir ce qui se passait. Il y avait une pizzeria notamment qui était en cause, et on m'avait demandé, je me souviens très bien, on m'avait dit mais vous êtes allé dans cette pizzeria le 4 juillet 2004 ou le 6 juillet 2004, qu'est-ce qui s'est passé dans cette pizzeria? Et j'ai expliqué que j'avais
pris une pizza 4 parfums, 4 fromages, et que mes enfants avaient pris d'autres pizzas, parce que je n'avais rien à raconter. Simplement, il y avait des écoutes téléphoniques, il y avait des pistages de militants, il y avait... mais c'était absolument extraordinaire. Il ne manquait plus que les sous-marins et les hélicoptères. Et alors, tout ça pour en arriver à quoi aujourd'hui ? La nouveauté, eh bien, c'est que le dossier est terminé. Les 5500 pages du dossier sont bouclées. Et au final, l'affaire donc a été plaidée sur le fond, tout récemment, notamment par maître Jérôme Triomphe. Et c'est un triomphe, effectivement, pour les malheureux inculpés, puisque, au total, l'affaire se termine par la condamnation d'une personne de 70 ans à 200 € d'amende, parce qu'elle avait chez elle un fusil de chasse qui n'avait pas été déclaré dans les formes. Autrement dit, c'était un montage immonde, c'était un délire incroyable, c'est une affaire d'Outreau, menée par donc ce juge Léger, et nous allons en parler dans Présent, nous allons donner tous les détails de cette affaire, nous allons révéler le nom de l'informateur anonyme que tout le monde connaît, qui est un fou, qui est un Olybrius, absolument un mythomane fou, mais ce mythomane fou a permis de persécuter des dizaines de jeunes gens d'une manière absolument scandaleuse. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette période 2001-2004, elle correspond aussi à des affaires qui existaient en France, notamment des affaires de pédophilie. Il y a eu des affaires de pédophilie importantes, et à la même époque, ces fameux pédophiles, je pense par exemple à Cohn-Bendit, dont on a retrouvé tous les revendications d'actes de pédophilie menées sur des petites filles de 5 ans, etc. Cohn-Bendit, lui, personne ne s'est intéressé à son sort, personne ne lui a passé les menottes, personne n'a perquisitionné chez lui, personne n'est allé chercher des films pédophiles sur son ordinateur. Bien, moi je trouve qu'on a là une illustration absolument extraordinaire et chimiquement pure du deux poids deux mesures dans lequel nous vivons depuis un certain temps. Merci Francis, toute l'équipe de Présence souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et nous vous disons à la semaine prochaine.